Bonjour messieurs. Bonjour. Et bienvenue. Nous sommes ici pour notre deuxième débat qui concernera les volants. On va commencer tout de suite par votre avis personnel. Péter ou pas péter les volants? C'est quoi ces fiches? Vous n'avez pas les officiels? Non, on a complètement oublié les panneaux. Voilà. Ça se dégrade ici. Hein. Je trouve aussi. Oui, voilà, chaîne sourde de la chaîne de l'à peu près. Bien. Et pété. C'est pas pété. Eh ben on va commencer par vous. Pourquoi c'est pété? Alors pourquoi c'est pété? En premier lieu, parce que la règle aircraft, pour moi, déroge à beaucoup trop de règles. Que ce soit en termes de mouvement, que ce soit en termes de gestion de l'unité par l'adversaire. Il y a trop de trucs qui se surajoutent les uns aux autres et qui rendent la tâche compliquée pour les gérer sur table. Non, mais pour une fois, c'est clair, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le paragraphe de la règle de transport, lui, il fait que 2 lignes. Oui, alors on n'oubliera pas qu'il y a carrément des avions de transport. Donc là, on surajoute des couches de complexité. En dehors de ça? Et ensuite, toutes les règles des aircraft servent, hormis leurs règles de déplacement, mais on y reviendra, les règles des aircraft servent à nerfer la seule contre-mesure qui existe contre eux, qui est le tir, puisqu'on ne peut pas les engager au corps à corps, le seul moyen de les gérer, c'est de leur tirer dessus, et ils ont 2 règles qui nerfent le tir, c'est-à-dire retirer 12 pouces à la portée, et retirer -1 au jet de qualité quand tu tires dessus, si tu n'as pas le con. Ah oui, c'est vrai que c'est bien connu. Il existe une règle qui permet de nullifier le bonus dont on parle pour les aircraft, mais donc elle est pas bien. Mais servons-nous-en. Au contraire, hein, d'accord. Justement, le low-con nous permet d'apporter une certaine sécurité à notre liste, à notre jeu, dans l'éventualité où en face il y a de l'aircraft. Elle est là pour ça. Moi, il y a un truc qui m'embête. Alors, j'entends qu'effectivement, il existe une contre-mesure grâce au low-con. Ce qui m'embête, c'est que si on prend l'arme low-con la plus commune du jeu, c'est celle que la plupart des armées ont, qui est le lance-missile. Donc, on rappellera, portée 30 pouces, AP2 Deadly 3. Le souci, c'est que statistiquement parlant, si tu compares le lance-missile avec une autre arme de même catégorie, très commune aussi, le canon laser, la seule avantage statistiquement qu'apporte le lance-missile, c'est 6 pouces de portée. Parce que, si on prend du Battle Brother, que tu touches à 4+, et que l'adversaire sauvegarde à 5, ça revient statistiquement exactement au même que si tu touches à 3+, et que ton adversaire sauvegarde à 4. Oui, parce que c'est bien connu, les listes d'armées Battle Brother, elles jouent des myriades de lance-missiles pour pouvoir se prévenir contre les volants. Évidemment que non. Lorsqu'on a envie de lutter efficacement contre les volants, on ne sert pas de toute façon de lance-missiles. Donc on a beau jeu de comparer lance-missiles tout pourri pour pouvoir lutter contre les volants, sachant que c'est pas ce dont on se servira pour le faire. Alors mais oui, mais c'est qui on? C'est vous. Vous parlez du lance-missile pour dire c'est nul pour lutter contre les volants. Ça tombe bien, personne s'en sert, donc il peut continuer à être nul. Hein. C'est pas ça qui sert. Il y a certaines armées qui n'ont pas tellement d'autres choix en anti-aérien pour gérer les volants que ce lance-missile assez commun. Tout le monde n'a pas accès à une DCA efficace. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du Space Marine? Il a l'artillerie la plus efficace du jeu pour lutter contre les volants. Oui, alors dans ce cas-là, parlons des Havoc Brothers, ou de toute autre armée qui n'a pas accès à une des meilleures DCA du jeu, parce que pour moi les Battle Brothers sont un cas spécifique dans ce contexte. La plupart des autres armées auront pas une DCA aussi efficace, donc ils vont devoir se reposer sur ce lance-missile qui effectivement est pas foufou, ou sur des équivalences. Ou pas. Dans ce cas-là, ils gèrent avec quoi? Ou pas, mais on n'est pas obligé de gérer quelque chose. Il se trouve que tout récemment, j'ai affronté des listes avec des avions que je me suis permis de royalement ignorer. Juste par curiosité, c'était quelles armées et quels volants? Alors c'était 2 volants de la garde et 1 volant du chaos. Qui, je crois, sont quand même d'assez bons volants. Le Havoc Dragoon, et les gunships de la garde sont effectivement de très bons volants. Mais bon, moi ce qui m'en papaoute, c'est que, alors oui, faisons comme s'ils n'existaient pas. Pourquoi pas? Ça veut dire que tu vas les subir pendant 4 tours, que toutes les armées ne peuvent pas se permettre de subir des avions pendant 4 tours, parce que souvent, ça tire quand même assez fort pour les bons. Vous noterez l'apparition subtile de la nuance. Ce qui m'ennuie, c'est que si tu veux les ignorer, tu peux pas trop te permettre de faire des unités qui coûtent cher et qui vont permettre à l'avion de se rentabiliser en les sortant. Donc il va falloir que tu joues plein de petites unités pas chères, que si tu les perds, c'est pas grave, t'en as 45 autres à côté, donc c'est pas gênant. Donc ça t'impose de jouer une forme de MSU. Mon principal grief contre les avions, c'est que ce type d'unité est potentiellement
susceptible d'orienter la méta autour du simple fait qu'elle existe. Mais c'est comme les unités fast, c'est comme les ground zero. Lorsqu'on se présente dans un système de jeu dans lequel on est susceptible de rencontrer tel ou tel aspect du jeu, si on a envie de s'y préparer, il faut prendre des contre-mesures. Le fait que les avions existent, ça nous fait comme, est-ce que je veux faire mon enclume, rester chez moi et laisser le mec s'écraser sur mes lignes? Oui, mais peut-être qu'il va prendre les objets. Donc à la fin des fins, c'est lui qui aura gagné. Parce qu'encore une fois, c'est un jeu d'objets. Mais les avions, ils prennent pas les objets. Et c'est vrai ça, ils prennent pas les objets. C'est vrai, ça, ils prennent pas les objets. En revanche, il y a quand même pas mal d'avions de transport et le contenu, lui, prend les objets. Oui, s'il faut séquencer. C'est vrai. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans ces débats-là, on sait pourquoi ils existent, hein. Est-ce que l'avion s'est pété? Est-ce que l'avion s'est pas pété? Le problème, c'est parce que il y a certains volants qui sont bien plus structurants, bien plus forts que les autres. Et donc, on va focaliser notre attention sur eux en disant, putain, mais ça, c'est pété. Donc, tous les volants sont pétés. Ce qui, de mon point de vue, est structurellement faux. J'avoue que à ce niveau-là, il a pas tout à fait tort. Est-ce que c'est vraiment un problème de règles ou est-ce que ce serait pas un problème juste d'équilibre entre les armées du fait de la présence de volants et la présence de contre-mesures? Alors ça, c'est un autre problème. Il y a certaines armées qui ont ni volant ni contre-mesures efficaces. C'est pour ça que je disais que les Battle Brothers étaient un cas particulier, parce qu'ils ont accès à une excellente artillerie anti-aérienne, donc de bonnes contre-mesures, et à des avions tout à fait corrects. Il y a certaines armées qui ont ou seulement l'un ou seulement l'autre, ou ni l'un ni l'autre. Quelles armées? Les Ratman Clan. Les démons n'ont accès ni à des avions, ni à des unités anti-aériennes. Et d'ailleurs, je tiens à dire que mes 2 victoires sont en démons où j'ai ignoré les avions. Oui, mais donc c'est pas parce qu'ils les ont pas qu'ils ne peuvent rien faire. Oui, mais tu jouais MSU. Donc tu lui offres aucune cible particulièrement juteuse. Oui, et l'une des parties que j'ai perdues avec un avion, contre un avion, je jouais aussi démons ou je jouais aussi MSU. Oui. Donc, mais pourquoi? Parce que peut-être que l'avion n'était pas le même. Oui, c'est vrai. Après, j'ai un petit peu de mal personnellement, et c'est un autre grief, à identifier de mauvais avions. Cite-moi un mauvais avion. Cite-moi un mauvais démon majeur. Donc moi je pense que au-delà du sempiternel débat oui, non, blanc, noir, tout ça, l'expérience nous a prouvé à tous les deux que l'univers est uniformément gris. Je crois moi que le problème de la règle aircraft, c'est le wording. Oui, elle est mal écrite. Parce que il faut bien qu'on arrive de temps en temps à être un petit peu d'accord. C'est un petit peu le principe du débat, c'est quand même d'échanger et d'obtenir une voie consensuelle. Je vais pas dire que le ciel est rouge s'il dit qu'il est bleu, hein. Bon, voilà. Et vous noterez quand même que c'est quand même moi qui fais le pas vers... Alors, dans le wording, qu'est-ce qui vous dérange le plus? Ce qui me dérange, c'est déjà sa règle de mouvement, qui indique il doit se déplacer entre 30 et 36 pouces, et que pendant ce déplacement, il peut ignorer tout terrain et toute unité, adverse ou amie. Mais non seulement ça, mais quand il se déplace et quand il s'arrête. Ce qui veut dire que tu peux le poser n'importe où. Bon, peut-être pas sur une unité, mais tu peux le poser collé à une unité. Alors que les règles générales nous expliquent bien qu'à aucun moment de notre déplacement, nous avons le droit de rentrer dans un rayon de 1 pas d'un socle d'une autre figurine que l'escouade que l'on joue. Donc en l'occurrence là, ça sera le volant. Sauf si on effectue une action de charge. Et on ne peut pas charger les avions. Moi, je considère très clairement que OPR étant un jeu quand même relativement équilibré, le gap se fait à la construction de liste. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire ah ouais, mais les avions c'est pété, y a que l'Ocon pour s'en prémunir, et puis se plaindre de pas arriver à lutter contre si on joue pas de l'Ocon. Encore faut-il en avoir et du Locon de qualité. Les custodes n'ont pas d'avion, n'ont pas de Locon, et pourtant, moi je connais des gens qui prennent bien soin de pas rentrer dans un rayon de 24 pas du Télémon. On est d'accord. Après, il y a toujours manière de minder l'adversaire, de lui faire des choix. Il existe des advances tactiques pour faire des petits tricks de mouvement. Parlons-en avec les Soren Starroads par exemple. Pour se mettre à portée alors que l'avion se croyait en sécurité. Voilà. Mais ça oblige à construire ton jeu autour du fait de gérer l'avion. Donc, à faire des séquençages et des choix qui sont pas forcément optimales juste pour éviter de te prendre des avions sur la tronche tout le temps. Ce qui est gênant.
Parce que ça structure trop la game autour de cette seule menace. Non, je suis pas d'accord, parce que l'avion en lui-même, on va orienter notre jeu en fonction de la capacité de nuisance de cet avion. Mais cette capacité de nuisance n'est pas la même en fonction de l'avion. Oui. C'est un peu comme si on disait, OPR est un jeu où il y a une très forte prime au CAC, donc interdisons la règle Furious. Non, je suis navré. On se débrouille pour pouvoir le gérer. Et ça fait partie de la mécanique intellectuelle à mettre en place lorsqu'on joue avec de l'alterné, lorsqu'on joue dans ce genre de situation. Je suis assez d'accord. Même si on prend justement des cadres de guerre réels, la présence d'appui au sol par une aviation, forcément, ça change tout. Et les troupes au sol sont obligées d'agir en conséquence. Donc dans ce cas-là, je trouve qu'effectivement, c'est plutôt... on se rapproche du simulationnisme à ce niveau-là. Et moi, il y a un autre truc qui m'embête, alors ça concerne pas toutes les armées une fois de plus, c'est que dans beaucoup de cas de figure, si dans ta liste d'armées, tu as un avion de transport, il n'y a aucun intérêt à prendre un transport normal. Ça, c'est vrai. Parce que le teuf va être grosso modo le même, le coût va être pas très éloigné. L'avantage de ton avion, c'est que lui, il peut faire ses 30 pouces et tirer quand même. Là où, si ton transport de troupes classique voulait tirer, il pourrait faire que 8 pouces et en termes de projection, on n'y est pas. On débarquera quand même à 6 pas. Sachant quand même que au tour suivant, l'avion forcément aura bougé. Ça, c'est sûr. Ça, il n'a pas le choix. Alors que le transport, lui, il peut rester là où il est. Il peut camper. Hein. Il peut continuer à faire du move block, effectivement. Il peut effectivement aller prendre de l'objet quand il a débarqué son contenu, ce qu'un avion ne peut pas faire. Prenons l'ADMEC, par exemple, à 200 et quelques points leur avion de transport, mais jamais de la vie tu prends un transport mover classique. Ah bah c'est sûr. Voilà, parce que ton avion est dans tous les cas de figure mieux. Donc ça nullifie certaines unités, le simple fait d'exister. Alors, mieux... J'irai pas jusque là parce que sa capacité de transport d'avion est pas terrible. On peut mettre que 6 alors que dans le Hoover, on en met 11. Ouais, mais pour faire du grabage d'objets, l'avion est mieux dans tous les cas de figure parce que tu iras le chercher ton objet, quoi qu'il arrive. Tu débarques tes mecs dessus. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que, un petit peu comme toutes les nouveautés, lorsque la V341 est arrivée avec cette règle d'Aircraft qui a fondamentalement changé, tout ça était nouveau. Et des personnes n'étant pas habituées à jouer les avions, ou n'ayant pas envie, ou n'ayant pas les figurines, se sont retrouvés fort dépourvus lorsque des gens qui ont eu cette lecture de cette règle sont arrivés et ont dit « Ah non, mais ça c'est fort ». Mais ça c'est fort quoi? On a vu beaucoup de transports ADMEC. Et qu'est-ce qu'on a vu en fait ce week-end? On a vu des Eldrake. Bah, les deux armées orques avaient chacune un volant. Et les deux armées Gardimp avec chacune un volant. Voilà. Et quoi d'autre? Bah, les 3 armées KO sur 4 avaient du volant. Voilà. Ça commence à faire une proportion importante. Et combien il y avait de volants? Ah, il y en avait 7, un par armée. 7, 8. Ah oui, ça c'est vrai par contre. Il n'y en avait qu'un par armée. Il n'y a pas encore de spam. Et sur les 7 listes sur 16 qui avaient des volants, on les retrouve 2 dans le podium et à chaque fois, des dragons invoquent. Donc, c'est pas que le volant qui va structurer la partie. Le volant va apporter une solution, d'accord, une piste supplémentaire pour pouvoir développer son jeu, mais c'est pas lui qui fait la game. À l'inverse, lorsqu'on joue Robot Legion et qu'on sort cette croix-centrie, oui, effectivement, pété, oui. La donne n'est pas tout à fait la même. Ah non, ça... Donc, ce qui m'amène à dire que, en ce qui me concerne, pour moi, la règle de Aircraft n'est pas pétée, au sens où elle est quand même relativement disparate entre les armées. D'accord? Oui. Ça veut dire que un croissant Necron à 500 points, c'est fort. 2 croissants Necron à 500 points, c'est pété. Mais un volant ADMEC qui va aller disposer une unité de 5 hémiplégiques sur un objet, c'est pas mal. 2, c'est peut-être un petit peu mieux. Mais 3, ça sera jamais pété. Puisque les points nécessaires pour pouvoir positionner ces unités dans la liste grèvent au contraire le budget pour frapper fort, que ce soit au cac ou au tir, et surtout contrôler les objets. Parce qu'une fois qu'on a posé notre unité, elle en cliquera qu'un objet. Je trouve, personnellement, que la sauvegarde à 2+ sur les avions est trop forte. Parce que beaucoup de Locon sont AP2. Tu passes la save des avions à 3+, c'est déjà plus la même. Et l'avion restera toujours intéressant à jouer. Voilà. Mais il deviendra juste moins chiant à gérer. Pour des armées qui n'ont pas accès à des Locon très puissants. C'est ça. Donc il y aura peut-être une réévaluation du coût, c'est évident. Mais quelque part, moi, ça me choquerait pas
qu'un truc qui est censé voler, qui soit léger, enfin j'en sais rien, il peut y avoir des boucliers, on est en SF évidemment, mais soit quelque moins part blindé qu'un Lehman Russ. par exemple. Après il a que 6 PEV l'avion, il y en a pas 12. Mais voilà, l'idée c'est quand même voilà. Ça c'est une bonne idée. Mais c'est comme les bombes. C'est comme les bombes, on en parle. Quand les avions ils partent d'un moment, ils vont à un autre endroit, ils peuvent lâcher une bombe à 6 pas, je trouve ça hallucinant. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas lâcher la bombe sur une unité qu'ils ont survolée? En plus, il y a des armes qui le font. Oui, tout à fait. Mais bien sûr. Les grenades de certaines unités flying. Enfin, Oui, les aigles chasseurs en flying, mais bon. voilà. De toute façon, il faut bien se mettre en tête que ce type de jeu-là n'a pas vocation à être réaliste. Ça reste une abstraction. Parce que sinon, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi on peut pas passer sous un land-speeder? Parce qu'il n'est pas au sol non plus. Ouais, mais c'est parce qu'il y a un champ antigravitique, machin. Oui, mais qu'est-ce qui te dit que mon volant, il a pas les turbines orientables? Et moi, perso, je me fous pas sous un arrière qui est à 50 mètres du sol parce que je me fais décalquer. Ça pousse. Donc, ces genres d'argumentaires-là, tu peux pas les mettre en place. C'est pas réaliste. Rien n'est réaliste dans le jeu. Voilà. Simplement, ce qui va déterminer l'intelligence d'une règle, c'est son wording. Point. Pas si c'est logique ou pas. Donc, pour moi, il y a une réécriture à faire là-dessus. Clairement. Eh bien, je suis extrêmement content que nous arrivions à au moins un petit agrément, gentleman agreement. C'est normal. Un consensus. Ça c'est pas, c'est grâce à la qualité de l'entremetteur. Merci. Je viens de dire consensus, dedans il y a sus, et tu parles d'entremetteur. C'est quand même extrêmement tendu. Taisez-vous pour voir. C'est mieux. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous remercier de nous avoir suivis. Comme toujours, mettez en commentaire vos propres impressions sur cette règle aircraft, pété, pas pété, ou est-ce qu'il faudrait juste des petites précisions sur le wording. En attendant, nous vous remercions encore une fois et nous vous disons à bientôt en n'oubliant pas que la poutre est éternelle.